Bonjour à tous, c'est reparti pour un ZCL. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 septembre. Bonjour à tous de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France, de la Guyane et tous ceux qui nous regardent chaque jour. Merci d'être avec nous aussi souvent. Nous sommes aussi en direct sur RHT, Radio de Tension, en direct de Cap-Esther, sur le 89.8 et le 90.8. Et nous sommes avec aussi Mendy. Bonjour Mendy. Bonjour Dani. Et avec notre stagiaire qu'on va voir plus tard. Sinon, aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure un agriculteur, puisque vous savez que l'agriculture du Sud Basse-Terre a particulièrement souffert du cyclone de l'ouragan, c'est même pas un cyclone, de l'ouragan Maria, et les producteurs de la Basse-Terre, que ce soit les bananiers, mais aussi ceux qui font de la diversification, sont en grande difficulté. On parle oui ou non de catastrophes, etc. Au niveau du gouvernement, où il y en a encore été clair, même si on dit que le Premier ministre français va revoir un petit peu sa copie. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ici aujourd'hui M. Clotaire Amilaïs, qu'on va recevoir tout à l'heure. Plus tard, nous aurons nos chroniqueuses habituelles, Françoise Rosamond, chronique Amazon Caraïbes, et puis après, Jocelyne Nampri qui revient, coco et abricots. Je ne sais pas s'il reste des cocos et des abricots, mais enfin, on verra ça tout à l'heure avec elle. Et puis, en fin de partie, Mina Yankamala pour sa chronique psycho, et Martine Fazer, tout à la fin. Tout cela jusqu'à 14h. Vous êtes en direct avec nous. Mendy, c'est à vous pour les titres. Merci Dani, que nous sommes donc effectivement le mercredi 27 septembre et voyons ce qui fait l'actualité. Et nous parlerons de l'affaire du jeune Yohan Equinox. Hier, c'est donc achevé le procès. Après 2 jours, la défense compte faire appel car il s'agit d'une décision précipitée selon les dires de l'avocat Maître Tacita. Nous parlerons également du Topresa, ce salon professionnel du tourisme qui se tient actuellement au Parc des Expositions à Paris. Un rendez-vous incontournable pour donc les professionnels du secteur. Et on terminera avec la Semaine Bleue qui va démarrer le 1er octobre. Une conférence de presse avait donc lieu ce matin pour annoncer ce programme. Voilà, merci donc à Mendy. Effectivement, on parlera du Topresa parce que normalement on devrait recevoir un appel téléphonique de notre amie Béatrice Perriot qui est là-bas sur place. On devrait pouvoir intervenir avec elle en direct et nous parler de ce Topresa puisqu'elle y est, et je crois aussi notre ami Charlie aussi est là-bas. Donc tout à l'heure peut-être un direct, restez avec nous. Pour l'instant, on va parler de l'agriculture et c'est la raison pour laquelle je vous disais, nous avons invité Clotaire Amilaïs qui est un producteur de la région de Basse-Terre, l'un des responsables de ce marché qui se tient chaque semaine à Baïf. Bonjour monsieur Clotaire Amilaïs. Bonjour Dani. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Qui j'habite à Haï? Créole. Qu'on veut, vous prenez un créole en français. Dani, là, nous au point mort. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas qui gens nous avons fait redémarrer l'exploitation. C'est pas côté Clotaire, c'est toute la Basse-Terre qui touchait tous les exploitants agricoles qui n'ont même situation là aujourd'hui jour. Propriété aéro cassés, les arbres fruitiers cassés, les produits maraîchers, tomates, laitiers, concombres, tout ça à plat. En plus, une des constats qu'il a fait, parce que le ministère il prend des décisions à eux, ça c'est à eux, les politiques qui ont réagi, ben, nous ne savons pas dans combien de temps, tout ça qui est redémarré. Autre chose, c'est que nous constatons qu'il y a une forme de désagrément qui a mis en place, en forme de division, parce que il y a un peu dire on poids. Mais pour là, ça, je crois diviser en deux, 50% pour la Basse-Terre, 50% pour la Grande-Terre, sans faire une évaluation exacte des catastrophes subies, les dégâts subis si chaque exploitation, disons Basse-Terre ou Grande-Terre, quand il y a plus de dégâts, quand il doit bénéficier d'un taux d'aide équivalent à ça. Bon, mais nous, quand nous venons dans cette situation-là, ça, alors que il y a des groupements qui ont existé,
mais aussi il y a des exploitations qui sont individuelles. Oui. Ces exploitations individuelles-là, ça, ils ne peuvent pas trouver à dans SICA, ils ne peuvent pas trouver à dans un groupement du jour. Pourquoi ils ne peuvent pas répondre aux normes? Alors, les normes, c'est quoi? Les normes, c'est quoi? Comme on dit, là où on SICA, fait pas vendre plus de 20% à ça au produit dans l'exploitation au SICA, au groupement. Là. Malheureusement, ils même pas qu'à prendre en compte la différence. C'est-à-dire que tout ça, on peut vendre sur le marché, même si vous démenez l'argent là-bas, eh ben, il ne peut pas accepter parce que les règles ne peuvent pas permettre d'accepter l'argent là. Je peux prendre en mention en frauduleux parce que je peux penser que exagérer les quantités. Alors, ça a faussé en entrée d'agriculteurs en SICA ou en groupement professionnel. Alors, avant de nous venir à ça, on entendait bien pour expliquer nous, ou parler des producteurs qui sont en région Baïf, Sud-Bastère. C'est de qui côté à qui côté exactement? C'est Baïf seulement ou bien Baïf, habitants, Goubert, Capestec, qui ouais. Et des gars-là, depuis vous rentrez sur Goya, vous pouvez trouver jusqu'à rentrer en Pointe-Noire. C'est même groupement-là, tout ça? Non, c'est les hommes, c'est les exploitants agricoles. Les exploitants agricoles? Les exploitants agricoles. Mais vous sont exploitants en région Baïf, vous? Moi, dans la région Baïf, à Bovis-Baïf. Baïf-Saint-Robert, c'est ça? Non, Bovis. Bovis même, Bovis, on est là après Cadette. Oui, bon, alors, quand vous produit actuellement, moun konka, ils ont produit, ils ont vendu à ciment chez chaque semaine? Eh bien, majorité de la production, moi, c'est Lim. Et nous avons fait en grosse quantité de bananes pommes. Mais qui dit banane pomme dit banane. Alors, et puis les divers, les pois, les produits légumieux, c'est-à-dire que les gingembre, ouais. Les topinambours, les ignames pas possibles. Curcuma et bien comme ça. Mais ces produits-là, ça, ils sont déracinés. Ouais. Combien de temps il faut pour remettre faire démarrer? Eh bien, certains tels que gingembre là, nous commençons à faire un binage, c'est-à-dire que on va couvrir Tibet qui l'a quitté à sortir là, puis soleil là où démarrer fort, ouais. C'est brûler, il a brûlé. Ouais. Alors donc nous protéger au moins curcuma là, gingembre là, ouais. Dans le premier temps. Par exemple, concombre là, par exemple, concombre là, poivre. Ah non, ça disparaît. Ça disparaît. Ah oui, ça disparaît. Cive, ça disparaît. Tomate aussi. Tomate, tout ça disparaît pour le moment. Ouais. Et combien de temps il faut pour ces bitins ça ou pour arrêter en plantation azote? Alors, quand on dit c'est du zéro. Il faut ressemer. Ouais. Ressemer, préparer plan à eau, remettre en terre, préparer sol là, cultiver, entretenir jusqu'au récolte. Alors, et pendant ce temps, qui sont encore vivre? De qui bitins sont encore vivre? Mais nous pas ni trésorerie. Nous pas de trésorerie. Nous pas de trésorerie puisque nous ne pouvons pas venir. Nous récupérer quelque chose depuis que l'on a passé, oui. Mais ça ne peut pas aller loin. Ouais. Ça ne peut pas aller loin. Nous parlons moins tout à l'heure des marchés des mondes. Marché des mondes, bon, il fonctionnait vendredi passé, mais on a senti déjà, ce n'est pas les mêmes quantités. Ce n'est pas déjà les mêmes produits. Vendredi, à semaine là, ça, c'est qu'il n'y a moins. Et puis l'autre vendredi, il n'y a rien. Et c'est comme ça pendant au moins 2-3 mois encore. Ah ouais, minimum. Ouais. Minimum. Bon, alors, on sait qu'il y a des réunions qui ont fait à la Chambre d'agriculture, car la Chambre a dit 10 jours par rapport à ça, puisque le gouvernement là pour en arrêter pour catastrophe naturelle, c'est ça qu'il dit, les politiques, c'est ça qu'il dit. Qui gens ont attendre ça, il y a 10 autres. Eh bien, en l'air, nous avons parlé là, on parle de pont et quoi à la Chambre. On pas ni pont visite sur le terrain de la Chambre. On pas ni pont appel téléphonique à la Chambre. Téléphone a coupé alors. On passe même si la Chambre a existé aujourd'hui. D'accord. On est en locaux à la Chambre d'agriculture tout à l'heure à une réunion, oui. Mais administrativement, par contre, qui vient à fonctionner. Nous ne partons rien de la Chambre. Et les politiques, ni politiques en région, ni maire, ni conseil régional, ni conseil général, quand il y a 10 autres, à qui point il y a là? Et puis, samedi, c'est vrai que nous avons alerté un conseiller régional qui est adjoint à bureau à la région, et vice-président à la région. Il vient trouver nous samedi, nous commençons à faire un travail samedi matin et nous faisons un rapport samedi après-midi. Qui en fournit un rapport là, ça parce que peut-être utile. Ah oui, c'est intéressant. Alors, donc,
nous avons noté, parce que nous réunissons, malgré les difficultés, là, malgré les divisions qu'on a créées entre le monde agricole, eh bien, nous trouvons en pas mal d'agriculteurs, 6 sites là à Bovis, pour te constater, discuter, voir, là, nous, à qui porte nous avons frappé. D'accord. Dimanche, là, nous, on rend nous compte que l'arrêté ministériel là, pas qu'à répondre à la catastrophe naturelle que nous subissons, nous trouvons la préfecture et nous rencontrons pas mal d'élus. Et préfet là aussi, je vois préfet là? Préfet là, nous pas accosté volontairement. D'accord. Volontairement. Nous devons faire vers locaux, non? Région, département, les communes. Les sénateurs aussi? Tout ça qui était là, ils n'ont pas refusé de rencontrer nous et ils reconnaissent qu'il y a une catastrophe qui passait, une vent fort qui passait. Ce n'est pas seulement les Saintes qui subissent ça. Le monde économique qui est basé de la Guadeloupe, proprement dit, qui subit, ça y reconnaître les jours du jour. C'est parole à nous. Et donc, parce que le préfet là ont-ils semblé avec ces politiques-là après révision élection, lui-même reconnaître arrêter là, pas bon, et il dit, il a demandé les maires et les conseillers régionaux généraux, demande des autres de faire remonter toutes difficultés zonées, faire bilan à ça qui fait pour y prendre ça en compte. Est-ce qu'au niveau des agriculteurs, je dis, nous pouvons dire, j'ai commencé à faire bilan et vous voyez papier monter pour y arriver là, il doit être. Oui, ben, c'est pas quand qui fait comme ça. Fait une des techniciens là, tout, nous, fait un technicien là, accompagnement, un technicien là pour faire évaluation là. Nous pas là pour inventer. Mais ça, c'est les banques les autres? Non, nous pas de contact à pour le monde. Nous pas de contact à pour le monde. Alors, nous commandons là, nous devons aller, alors qu'il y a créé des divisions, quand on dit oui, non, pour diviser, ils mettaient 50% sur la grandeur, 50%. Alors, sans réfléchir à rien. Moi, je dis c'est sans réfléchir. Ils ont créé en division, avec ça seulement. Une des agriculteurs, ils ont dit, bon, ben, on ne va pas vous venir en réunion à d'autres, hein. Pourquoi il n'y a pas besoin de venir en réunion? Non, parce que ça va qui porte de toute façon, il peut bénéficier de quelque chose. Vous qui n'avez pas organisé dans le groupement, ben, vous amenez à faire vous tout cela. Ben non, nous sommes dans un syndicat professionnel agricole, c'est le CR, coordination rurale. Ben, jusque-là, il a accompagné nous, ben, nous commandons de continuer jusqu'à nous arriver à bout à tout ça, jusqu'à nous rester là, qu'à attendre pour procéder à un redémarrage de l'agriculture. Alors, est-ce que tu es plus en groupement, mais plus en propriété individuelle, en exploitation individuelle? Ou bien 50-50? 80% à production qui a trouvé dans les marchés, dans les grandes surfaces, ils produisent par les personnes individuelles. Ah, d'accord. C'est moi qui dis ça, Clotaire Amelaï. Est-ce que c'est un meilleur butin ou bien est-ce que ça t'est mieux que vous t'es semblé dans des groupements? On va poser une question. Groupement là, c'est pour bénéficier de l'aide POSEI. D'accord. L'aide POSEI, je dis, une des conditions pour bénéficier. Il n'y a pas qu'à prendre toute production, et là, il y a une des conditions qu'il n'y a pas qu'à répondre à production à agriculteur. Il n'y a pas qu'à répondre à conditions à agriculteur. Ça, c'est vraiment inexistant pour un machin, pour un exploitant agricole. Il ne peut pas retrouver dans ça. Puisque les conditions, c'est 80% pour passer dans un groupement là. Et alors que ce cas-là, il ne peut pas prendre 80%. Il ne peut pas prendre 100%. D'accord. Même si vous mettez l'argent là à complément de ça au vent, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre parce que le POSEI a dit que les moyens de contrôle ne sont pas suffisants. D'accord. Il ne peut pas contrôler l'argent là ou mener là. Alors donc il ne peut pas totaliser dans la production pour bénéficier d'une aide POSEI.
Alors, monsieur Clotaire Melaye, déjà, il y a un premier problème qui était posé même avant le cyclone là, c'est le problème à citrus là, à citron là, qui était en région là, qui était pour un bel coup de gaz. Alors, on va imaginer qu'avec le cyclone là, ça n'a pas arrangé les affaires, mais à quel point ça va crier les agrumes, yoyé jod là. C'est-à-dire citron, orange, mandarine, c'est bien là ça. Ça va sur le mandarine aussi, d'autres pays que nous avons acheté actuellement. Eh bien, nous, avec la Sofri et les autres agriculteurs, nous avons pour te mettre en place minimum de 150 hectares. Agrumes. Agrumes. Ouais. Donc, et nous sommes partis pour aller plus loin, pour te satisfaire le marché Guadeloupe. Ouais. Malheureusement, quand Citrus Greening l'a venu, il coulait et anéanti tout le travail là, nous devons mettre en place là, et tout ça nous était pour faire. Ouais. Sauf une petite partie à la Guadeloupe, dans des zones de montagne, qui a resté quelques pieds fruits, que Citrus Greening là ne peut pas monter à altitude là. Ça. Ouais. Mais Citrus Greening là, il mettait nous pratiquement à zéro. Nous avons monté certaines productions de limes citron. Jusque-là, que Cabano en tonnage pas suffisant. Il ne peut pas être suffisant. Parce que, exemple, moi, j'ai produit 230 tonnes de limes citron, on est descendu à moins de 5 tonnes à un moment. Ah ouais. Là, nous sommes en train de remonter nous à 40 tonnes. Mais Citrus Greening, là, j'ai réglé le problème là à virus là. Alors, pour répondre à les problèmes à Citrus Greening, nous arrivons vers les îles de la Réunion et en Corse. Nous voyons des méthodes qu'on va utiliser. C'est les prédateurs. Les prédateurs, c'est des insectes qui détruisent les nids. Ben, à présent, au lieu de nous traiter, nous allons utiliser ces prédateurs-là. Ces insectes-là, ils ne pas manger d'autre côté, d'autre bidon, non? Non, il n'y a pas de détruire production. Au contraire, il a protégé. Il a protégé, qui fait que nous tenons certaines petites productions de limes et d'agrumes. Qui commençaient à refaire. Oui, nous sommes en train de remonter ça et faire agriculteurs comprendre d'arrêter les produits phytosanitaires à caricide d'insecticides. Arrêter ça parce que c'est lui qui a détruit insectes prédateurs là. Est-ce qu'il y a quoi comprendre ça, ces agriculteurs-là? Donc, on a invité les collègues agriculteurs dans la réunion. C'est là la défaillance parce que il y a toujours un habitant pour faire, il n'est pas jamais disponible pour former et informer. C'est malheureux de ce côté-là. Ouais. Mais ils ont envie que vous ayez une réunion pour information et il faut prendre l'autre temps pour expliquer qui j'en sais qu'à passer. Effectivement. C'est difficile. C'est compliqué. Difficile. Mais moi, nous comptons que vous venez pour dire ça, pour Guadeloupe. Alors, nous avons notre problème qui a posé, ça c'est mon qui a acheté là, qui a dit qu'on est là, c'est les rares fruits qui sont les bitins qui sont c'est pris la monter en ciel. Ah ouais, de l'autre côté, coût de production est aussi élevé que les autres pays d'à côté, qui sont sortis dans les Amériques du Sud, qui sont sortis dans les pays de la Caraïbe. Il peut sortir Dominique encore, parce que Dominique est rasé. Donc, nous sommes obligés pour du bitin. Parce que nous avons dit que Dominique, c'était jardin à la Guadeloupe. Nous avons même prendre un exemple avant cyclone là, parce que Dominique, avant cyclone là, il subit les mêmes conséquences vers Citrus Greening. Ah, lui aussi? Ah oui. C'est toute la Caraïbe qui pouille dans ça. Et un bon parti à les Amériques du Sud. Cuba, Saint-Domingue, il y a tout pris, il ne peut pas fournir les mêmes quantités, sauf que ça, il a fourni là, quand sortir dans des zones de montagne. Ouais. Alors, donc, Citrus Greening là, il fait ravage tout pas loin. Ça m'a levé. Alors, les consommateurs là, concernant les prix qu'ils ont acheté la marchandise, c'est pas faute à nous du tout. C'est pas faute à nous. Payer aux ouvriers à présent, ça est énorme. Avec les charges et tout ça, si vous ne tiennent compte d'eux, vous, leur produit 1 kilo, vous vendez à 1,50 €, mais coût de production, c'est 1,60 €, 1,70 €. Vous ne pouvez pas dans ça même. Vous ne pouvez pas être dans ça. Donc, il vaut mieux
Vaut mieux aller à la CDK inscrire. Ou bien, fait qu'on les autres aillent acheter un supermarché avec ou vendre. Mais mentalité, moi, en pas de ça. On va bien comprendre qu'on sont résistants. En tout cas, Cultural Milaïs, bien content que vous veniez nous ces explications là. Ça n'a pas fini, puisque nous avons l'occasion de s'ouvrir d'autres monde encore pour parler de ça. Quand nous pouvons dire pour vendredi. Viennent quand même, ils font dans... Oui, les fidèles du marché des modes, ils peuvent venir nous parce que sont forcés pour nous qui des 3 jours. D'accord. Eh bien, on sait que ça qui nous courant à Kazaï aussi, regardez nous aujourd'hui là, vous savez ça, si télé là, j'ai marché pour certains, et puis nous continuons sur petit point 5 à fait, et puis nous pouvons la voix, et puis les documents que nous connaissons, pas occuper, nous continuer, c'est ça. Il est exactement 12h49 Mendy, eh bien, on va commencer reprendre les titres du journal et commencer avec l'affaire Yohan Equinox tout de suite. Oui, hier c'est donc achevé le procès de Yohan Equinox, jeune donc de 15 ans qui a été tué à la sortie de son lycée. Son meurtrier a donc écopé donc de 14 ans d'emprisonnement. La défense compte faire appel car il s'agit pour eux d'une décision précipitée alors que les droits de la défense n'ont pas été plaidés. On écoute l'avocat de la défense, maître Tacita, au micro d'Olivier Félix. Avec une décision suivante, 14 ans de prison pour un jeune qui accidentellement, au cours d'une bagarre, a occasionné la mort d'un autre. Et nous disons que c'est un drame, second drame, parce que pendant ces 2 jours de procès, nous avons eu à cœur de dénoncer tous les dysfonctionnements de la justice. Et il ne peut pas être de système où on demande aux jeunes de respecter la loi quand la justice elle-même ne respecte pas ses grands principes. Quels sont ces principes ? Ce jeune aurait dû comparaître libre. C'est la loi. On a plaidé. On n'a pas libéré. Ce jeune avait droit à un tribunal indépendant et impartial. Nous avons rappelé que l'émotion qui a pris le tribunal aujourd'hui faisait qu'il ne pouvait pas valablement statuer de façon indépendante et impartiale. Malgré cela, le tribunal est passé. Ensuite, les avocats commis d'office ont été désignés pour remplacer les avocats qui avaient été librement choisis par la famille. Ces avocats commis d'office, les avocats commis d'office, devant la flagrance de la violation des droits, ils ont refusé de plaider. Et bien malgré ça, la justice est passée sans qu'à aucun moment, M. Kent n'ait un avocat. Alors est-ce qu'une société peut se dire démocratique? Est-ce que le système peut se dire démocratique? Est-ce qu'un tribunal peut se dire démocratique? Je pose la question, j'ai mon sentiment, nous avons notre sentiment. Lorsque mineur de 16 ans au moment où les faits ont été commis, lorsque mineur au moment où les faits sont jugés, comparé sans avocat. Même dans les pires sociétés dictatoriales, ça ne se fait pas. Même dans les pires systèmes, un mineur, même formellement, a droit à un avocat. Donc ce soir est un triste soir pour nous de deuil supplémentaire. Nous serons là, nous sommes debout, parce que la jeunesse compte sur nous. Parce que 2 jeunes se sont affrontés, un est mort, un est vivant, mais c'est un drame pour 2 familles. Et parce que malheureusement, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, ça va continuer. Il faut que le système s'interroge sur son fonctionnement, sur ses justifications, sur les exemples qu'il donne, sur la petite lumière qu'on peut allumer dans les yeux de ceux qui n'ont plus d'espoir. Et nous autres avocats, engagés dans la vie syndicale, engagés dans la vie sociale, engagés dans la vie familiale, nous aurons à cœur de poursuivre notre mission. Nous faisons dès demain appel de la décision qui a été rendue. Nous ferons dès demain une demande de mise en liberté. Et nous aurons l'occasion, au cours d'une conférence de presse, de mettre au jour tout ce qu'on n'a pas voulu que nous puissions plaider dans ce dossier et qui a fait que ce jeune, qui n'aurait jamais dû être libre au moment où les faits se sont commis, était libre. On saura en conférence de presse ce qu'on cache et ce qu'on veut cacher à la population guadeloupéenne par une décision, à notre avis, qui semble précipitée et par une décision qui, à notre sens, n'a pas donné l'occasion à un débat plein et entier de se faire jour. Dans ce dossier, en fait, on n'a pas pu exercer les droits de la défense. C'est pour cela que j'ai expliqué au tribunal qu'on ne pouvait pas plaider. C'est un dossier où les enjeux sont importants, immenses. Et j'estime, en fait, que l'avocat que je suis ne peut pas bâcler une défense en consultant un dossier de cette importance en 1h30 et venir plaider. Je pense que ce jeune, on lui reproche des faits graves. Et je pense qu'il est important qu'il ait une défense correcte, en fait, et que l'avocat ne peut pas
brader son serment, en fait, simplement pour faire plaisir à une juridiction qui veut rendre coûte que coûte un verdict ce soir. Dans ces conditions et avec l'accord du client et de sa famille, il a été dit que nous ne pouvions pas assurer la défense. C'est pourquoi, en fait, nous n'avons pas pu plaider ce soir. Nous avions sollicité un report des plaidoiries au moins demain. Ça n'a pas été accordé. Le juge a pris ses responsabilités. La justice a voulu trancher. Elle a tranché. Comme il l'a dit, la justice a tranché. Et vous, justement, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette décision est-elle juste? Vous répondez justement aux questions de Stanley Manicor et Chris Kevy. Le meurtrier de Yohan Equinox a été condamné à 14 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est peu. Pour 7 coups de couteau, une maman qui souffre, moi, je trouve que c'est peu. Pour moi, personnellement, je demande qu'on le laisse en liberté, puisque c'est un procès bidon. Il est bidon le procès, puisque au dernier moment, les avocats sont partis et ils ont mis des avocats là qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas le dossier. Alors moi, personnellement, je dis laissez le gars en liberté. Je te dis sincèrement, moi je ne suis pas ni juge, ni procureur, ni rien, mais c'est touchant en qualité de père de famille. Le meurtrier de Yohan Equinox a été condamné à 14 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Le meurtrier de Yohan, j'ai entendu ça ce matin, effectivement, il a été condamné à 14 ans de prison. Est-ce une décision justifiée selon vous? Eh bien, selon moi, c'est une histoire. Les jeunes ne font que suivre les exemples des plus grands. Parce que le petit jeune, il a tué. Est-ce qu'il est vraiment, c'est un jeune enfant, est-ce qu'il est vraiment responsable de ce qui s'est passé? Pour 14 ans, est-ce qu'il va comprendre quelque chose déjà? Alors, qui c'est qu'on va condamner? C'est lui, c'est sa famille ou la société? Le meurtrier de Yohan Equinox a été condamné à 14 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? À un moment, c'est une histoire entre deux mineurs. C'est triste à voir. Hein? C'est triste pour les deux parties. Mais pas plus de détails, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne peux pas donner mon avis. La décision n'est pas juste. Vous pensez que ces 14 années sont justifiées? Oui, parce que tout à fait, ça allait faire devenir un homme, parce que pour lui faire savoir qu'on ne joue pas avec une arme. L'arme à feu, couteau, on ne joue pas avec ça. Et je pense que ce serait une leçon pour lui. C'est 14 ans, je pense que c'est un garçon, c'est un homme. Hein. Il va assurer. Hein. Il faut qu'il mette dans sa tête, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai été puni, je paie ma punition et demain je suis un homme. L'enfant, il est bien décédé, il est mort, il ne reviendra jamais. Hein. Alors moi je dis que, étant donné que c'est comme ça, remettez-le en liberté. C'est pas la peine de le garder en prison, puisque c'est ça que la défense cherche, hein. Comme s'il demande la relax. Alors laissez en liberté. Et qui recommence à tuer encore et nous qui voilà nous caille. Il est victime, lui-même c'est une victime, je pense que le condamné, je dis n'importe quoi, le condamné à 14 ans de prison, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que suivre les grands, parce que les grands ne sont pas des exemples. Comment voulez-vous que les jeunes aient de repères puisque les grands font des bêtises? Voilà, je vous l'ai dit, nous allons faire un petit tour à Paris du côté du Salon professionnel de tourisme Topresa. Chaque année, des milliers de personnes se rendent à la porte de Versailles où se tient donc ce salon qui réunit le gratin mondial du tourisme. Et comme chaque année, la Guadeloupe est particulièrement bien représentée avec le CTIG, mais aussi les autres îles de la Caraïbe. Et nous avons en direct depuis Topresa Béatrice Péot, notre chroniqueuse au tourisme. Béatrice, bonjour. Bonjour Danick, bonjour Mandy, bonjour à tous les téléspectateurs de ZCL. Oui, bien sûr. Alors, on est content de t'avoir au bout du fil, Béatrice. Alors, première chose, quelles sont les dernières nouvelles de Terre de Haut? Terre de Haut va bien. Je tiens à rassurer tout le monde, Terre de Haut va très bien et nous serons prêts pour la saison qui arrive. Oui. Si de peur, c'est de mal. D'accord, oui. Et donc, ça signifie que les touristes peuvent continuer à se rendre à Terre de Haut? Ah, complètement. Effectivement, c'est vrai qu'au lendemain de Maria, on a été très choqués parce qu'on ne s'attendait pas à ce qui se passe. Enfin, on s'était préparé à Maria, mais on ne l'attendait pas comme ça. Donc, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de dégâts sur la végétation.
quelques tôles qui se sont envolées, mais très rapidement les services de la collectivité, de la mairie, et puis les bénévoles, la population, tout le monde s'est mis à la tâche et une semaine après, Terre de Haut a un visage comme avant presque. Hein. Oui. Alors, Béatrice, chaque année, moi-même, je me trouve au Topresa avec vous. Cette année, on n'a pas pu s'y rendre, vous imaginez pourquoi. Quelle est l'ambiance en ce moment? Alors, là, nous terminons la deuxième journée du Topresa, puisque ça a commencé hier, et le Topresa va durer jusqu'au 29, donc jusqu'à la fin de la semaine. C'était une journée très, très importante pour les îles de Guadeloupe, puisque nous avions au programme ce matin la conférence du CTIG, où il fallait effectivement parler de la destination après Maria, et puis évoquer également toutes les nouveautés pour les prestataires. Donc c'était vraiment une journée très très importante. La presse était là, bien présente bien sûr, pour une communication officielle, puisqu'officieusement, bien sûr, le CTIG avait déjà fait remonter les informations concernant la situation des différentes îles aux journalistes qui étaient, vous imaginez bien, Danick, inquiets après Maria, très inquiets. J'imagine. Après, effectivement, les images que nous avons vues sur Saint-Barthélemy, Saint-Martin et puis la Dominique, nos îles voisines, vous imaginez bien qu'effectivement, qu'ils se posaient la question si la Guadeloupe serait prête pour la saison. Bien, alors, beaucoup de gens se posaient des questions sur la Caraïbe. On se disait, après tous ces ouragans, est-ce que la Caraïbe était toujours visitable? Au regard de ce que vous avez vu à Topresa, les gens quand même se pressent sur les stands des îles de la Caraïbe d'une manière générale? Oui. Alors j'étais vraiment très très agréablement surprise parce qu'au deuxième jour, c'est vrai que le Topresa commence toujours un peu, c'est toujours un peu mou les premiers jours. Oui. Mais là aujourd'hui, on avait vraiment une forte affluence sur l'espace du comité du tourisme. Je pense que le fait de savoir, image à l'appui, que la Guadeloupe allait bien, que effectivement nous avions subi des dégâts, mais que pas des dégâts, on dira considérables au point de fuir la destination. Toute la presse était contente, les opérateurs étaient très très rassurés et donc du coup j'espère effectivement que l'affluence qu'on a vue va confirmer les carnets de commandes pour la saison 2017-2018. Oui, donc c'est vrai, alors bon moi, oui. Moi, je suis passée effectivement, comme chaque année, faire un petit coucou à nos voisins donc de la Martinique qui étaient en pleine forme. Oui. De Saint-Martin, c'est vrai que Saint-Martin, malheureusement, le stand était un peu triste. Donc, je suis passée leur donner un petit coup de force. Oui. Mais c'est vrai qu'on pense très fort à eux parce que c'est pas facile. Alors, Béatrice, de se remettre de tout ça. Oui. Alors, Béatrice, vous réalisez l'exploit d'être sur deux salons en même temps, puisque vous êtes aussi au Grand Pavois. Deux petits mots sur le Grand Pavois. Tout à fait. Alors, ça fait pratiquement 2 ans que le CTIG avait disparu pour des raisons stratégiques du Grand Pavois. Donc, cette année, ils y sont. Donc, le salon a commencé aujourd'hui et dure jusqu'au 2 octobre. Donc, c'est un salon qui est beaucoup plus long. C'est un salon nautique qui se tient à La Rochelle. Donc, vous savez très bien que la Guadeloupe, c'est quand même une destination balnéaire avec un gros potentiel nautique. Donc, et puis, il est question aussi de mettre en avant le rallye du Soleil qui est la nouvelle transat qui va partir de Lanzarote jusqu'à Marie-Galante. Donc, effectivement, nous, stratégiquement, comme nous étions 2 années consécutives sur le Topresa 2015 et 2016, je n'ai pas encore le don d'ubiquité d'Annick, donc je ne pouvais pas être à la fois pendant une semaine sur le Topresa et à la fois sur le Grand Pavois. D'accord. Donc j'ai fait le choix effectivement stratégiquement d'être sur le Grand Pavois cette année toujours avec le comité. Est-ce qu'on parle déjà de la route du Rhum? Ah oui, ça a été évoqué, les journalistes étaient très curieux, donc je pense qu'il y aura effectivement une autre conférence de presse beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise avec tous les grands temps forts de la route du Rhum, en sachant que ça sera l'année prochaine, je crois que ce sont les 40 ans, ça sera l'année prochaine, début novembre, je crois, si je ne me trompe, démarrage de la route du Rhum. Merci Béatrice, c'est votre meilleure chronique cette année.
Merci. Danick, puis-je me permettre d'avoir l'antenne et de profiter pour remercier Profitez rapidement. Pour leur message de soutien vers les Saintes. Et Oui. puis remercier également toutes les entreprises de Guadeloupe qui se reconnaîtront, qui nous ont apporté, on dira, le matériel nécessaire pour rendre notre île belle et prête pour la saison. Et j'ai certainement oublié du monde, mais vraiment merci à tout le monde. Ben, vous viendrez là, à votre retour, vous viendrez en direct sur le plateau, remercier tout le monde et on vous remerciera aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, voilà, Béatrice Pérou en direct de Top Reza et du Grand Pavois pour ZCL. Il est 13h04. On va prendre une page de publicité, puis on se retrouve tout à l'heure avec une autre chroniqueuse qui, elle est bien en Guadeloupe. Il s'agit de notre amie Francette Rosamond Kijala. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h06 et tout de suite, on ne va pas quitter Top Reza avant de parler d'interentreprise. On va tout de suite avec Mendy, continuer dans la foulée. Oui, effectivement, c'est un salon vraiment, un rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme. Et nous avons donc interrogé Sonia Taille-Pierre, qui est présidente de la commission tourisme région Guadeloupe, qui nous fait un point sur ce secteur de l'économie. Un reportage de Maurice Cessé, notre correspondant à Paris. Il est normal pour nous d'être là sur ce salon pour pouvoir valoriser ce territoire qui est la Guadeloupe. Et comme vous savez ce que nous avons vécu ces dernières semaines, mais tout cela pour dire aux touristes et aux tour opérateurs que la Guadeloupe est bien présente, que nous serons fin prêts pour la nouvelle saison touristique. Il n'y a pas de crainte à avoir. La Guadeloupe est là, même si nous avons quelques petits désagréments au niveau de la nature. Mais la nature, comme on dit, reprend très très vite ses droits. Donc ce sera chose faite au mois de novembre. Il y a eu un moment de doute sur votre présence quand même? Nous n'avons jamais douté parce que nous croyons ce que nous faisons. Nous croyons en la Guadeloupe. Nous savons que la nature, effectivement, a ses droits. La nature fait ses choses, mais nous savons que nous aussi, au niveau de la région, qu'on se présente ici au Top Reza. Bien sûr, on n'est pas tout à fait à l'heure du bilan, mais est-ce que les infrastructures hôtelières ont été touchées en Guadeloupe? Effectivement, juste avant de partir, nous avons quand même fait un bilan avec tous les hôteliers, tous les acteurs économiques. Nous n'avons pas été touchés du tout. Tous les hôtels vont réouvrir au mois de novembre. Au niveau de la plage, il y a quelques ensablements à faire, mais ce n'est pas grand-chose, puisque comme je vous dis tout à l'heure, la nature reprend toujours ses droits tout seul. Donc, on n'a pas de crainte à avoir. La saison touristique va reprendre normalement. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire du tourisme un véritable vecteur de développement économique. Et le président l'a dit lors de la dernière plénière que 1 million de touristes nous attendons en 2020. C'est pour cela que notre présidence encore présente aujourd'hui à ce salon pour dire au monde entier que la Guadeloupe est présente. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire du tourisme, c'est un véritable vecteur de développement économique, créer des emplois. Et ça, disons, en 2020, nous allons créer des emplois puisque nous avons tous les acteurs économiques avec nous. Ils ont compris l'engagement du président. Donc c'est sans aucun doute que nous allons créer vraiment des emplois avec ce secteur. Globalement, ça représente combien d'emplois, ce secteur? Pour l'instant, juste à grosso modo, c'est plus de, je dirais peut-être 150 emplois par secteur. C'est énorme. Alors, quand on voit les dégâts causés par Maria sur la bananeraie, heureusement, il y a le tourisme. Oui, effectivement, le Maria a fait beaucoup de dégâts au niveau du secteur agricole. Mais nous avons effectivement le secteur touristique, très peu touché, je dirais, heureusement, par Maria. Donc, nous allons effectivement profiter de cette occasion pour pouvoir redynamiser la Guadeloupe, redynamiser le secteur. Voilà, nous revenons donc sur le plateau en direct de ZCL et de Radio Attention, bien évidemment. Et on va parler interentreprise puisque le numéro spécial hors série est sorti. Mais avant, on va saluer Francette, bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait la semaine dernière, vous nous avez manqué. Oui, c'est vrai, pas trop cycloné? Non. Vous savez, la Martinique était nettement plus bas, donc... Vous avez été épargné? Oui, mais on a été attentifs quand même parce que bon, le nord de la Martinique a été un peu touché. J'y étais hier et bon, c'est principalement de la végétation et puis nos bananeraies. En tout cas, les imprimeurs n'ont pas été touchés. Les imprimeurs. Ah, je suis imprimeur en Guadeloupe, j'ai dû attendre. Ah bon, finalement? Ben oui, vu que lundi au mercredi, tout était fermé, donc. J'imagine. Donc voilà. Mais bon, comme je vous disais la dernière fois.
les tempêtes, les cyclones, les vibrations, les grèves en Guyane. Tout ça, ça fait partie de mon ADN. Donc, oui, vous êtes habitué et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir un petit peu sur cette ministre qu'on a beaucoup vue dans nos eaux et dans nos vents. Et dans nos vents. C'est un dernier. Effectivement. Oui. Et elle a fait ce matin un discours devant la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FIDOM. Oui. Donc, elle a été reçue un peu pour rassurer, et puis elle a fait quelques annonces. C'est pour ça que je considère qu'il faut que le plus large l'entende et non pas simplement ce cénacle. Donc, première chose, elle a parlé de la reconstruction, mais ce que j'ai noté, c'est qu'elle a reparlé de reconstruction durable, mais juste derrière, elle ne mettait pas que les normes de bâtiment, elle mettait aussi l'innovation et aussi la réduction des inégalités. Oui. Ce qui veut dire que quelque part, la ministre considère que si nos maisons ne résistent pas autant, c'est peut-être parce qu'il y en a certains qui ne gagnent pas leur vie suffisamment bien dans nos régions. Donc c'est bien de le souligner. C'est dommage que la ministre n'ait pas entendu. Hier, on a reçu un ingénieur de travaux ici qui nous expliquait justement ce qu'est le développement durable en matière de construction. Et si vous étiez là, vous avez eu froid dans le dos, savoir que la plupart des ouvrages qui sont construits dans nos régions, les ingénieurs sont consultés, mais pas écoutés. Oui, il n'y aura dit, mais pas fait là, il y aura fait quand même. Et puis, résultat. Oui, non, mais puis de toute façon, quand on me voit, par exemple, entre Saint-Barth et Saint-Martin. Et pas seulement, mais même en Guadeloupe. On se dit, tiens, pourquoi il y en a un, c'est. Savez-vous pourquoi vous êtes sur la mangrove là où vous êtes en ce moment? Là où nous sommes en ce moment, il y avait de la mangrove il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 50 ans. Donc, et si demain, il y a un raz-de-marée, tout ça est fini. Bon, j'en dis pas davantage. Deuxième petit point qu'elle a souligné, la nécessité d'évaluer les dispositifs et notamment ceux qui ont concerné la vie chère en 2009, c'est-à-dire que il faut bien reconnaître, et ça en toute sérénité, ce sont ces mots, il faut bien reconnaître que nos prix ont vraiment augmenté. Et flambé. Voilà, on peut mettre ce mot-là derrière, et qu'il faut arrêter de dire non, tout va bien, madame la marquise. Donc, autre chose, elle a rappelé la nécessité du respect de la loi. Ouais. Dire tout ça, souvenez-vous bien à qui elle dit ça. Elle dit ça devant des entrepreneurs. Oui. Donc, je trouve ça quand même un peu savoureux. Ensuite, elle a en tout cas, elle a annoncé quelque chose qui était beaucoup revendiqué, c'est-à-dire qu'il y ait aussi des aides pour l'exploitation et non pas simplement pour l'investissement dans les entreprises. Donc, elle a annoncé qu'ils vont se mettre à étudier ça en détail. Et puis, la grosse nouvelle, c'est que le CICE, vous savez, ce dispositif pour accompagner le financement des salaires qui avait été étendu aux Antilles, enfin au DOM avec un renforcement à 9%. Donc, il est annulé en France à partir du 1er janvier 2018 et il le sera aux Antilles, en fait dans les Outre-mer, à partir de 2019. Donc, préparons-nous. Et qu'entre-temps, c'est le temps qui est nécessaire pour trouver un autre dispositif. Donc, elle l'a annoncé. Donc, maintenant, il faut se mettre au travail pour trouver autre chose. Et non pas attendre que... Parce que, les contrats aidés, ça fait un moment qu'on savait que ça allait disparaître. Hein. Oui. Mais on a attendu que ça disparaisse. Voilà, qu'on est avec tous ces gens qui se retrouvent sans activité pour se dire, bon Dieu, il faut monter au créneau. Alors, est-ce qu'elle a annoncé, elle n'a pas parlé de la catastrophe naturelle, non? En fait, on est dedans. Les fonds ont été, vous avez vu, hier, elle a eu beaucoup d'actualités. Elle a reçu l'ensemble des parlementaires qui ont fait... elle était aussi à Toprisa avant hier. Voilà, on lui a fait remonter l'ensemble des doléances. Maintenant, il faut que tout ça soit réécrit. Il faut regarder les petites lignes. Et je pense que c'est ça qui a été fait de manière très rapide par l'ensemble de nos parlementaires et qui ont permis de montrer que ce qui avait été dit n'était pas très ce qui avait été écrit. Tout à fait. Donc, ils ont réécrit, enfin semble-t-il, le Premier ministre a réécrit sa copie. Oui, mais il faut attendre la sortie de la copie. Il faut attendre la sortie du nouveau décret, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Et puis, grosse actualité centrale, c'est la sortie d'un numéro hors série. Alors qu'est-ce que c'est un hors série dans la série des numéros non hors série? Voilà. Donc nous avons... décidé de nous intéresser aux filières viande des Antilles-Guyane. Alors, ça fait un moment
nous sommes partis de la Martinique. Ça fait un moment qu'on suit des choses qui ne sont pas très catholiques, qui se passent dans les filières viande en Martinique. Oui. Et avec, au résultat, c'est que désormais, la couverture des besoins de la population se rétrécit. Il y a même des filières qui sont carrément en extinction, par exemple les lapins, voilà. Le lapin martiniquais. Voilà, et donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons entendu qu'il y a 2 plaintes qui sont en cours d'instruction, elles ont été déposées juste avant les vacances, au niveau de la Commission européenne par 2 coopératives pour... en demandant que l'État français soit condamné parce que les fonds européens ne sont pas versés de manière équitable. Oui. Et deuxièmement, les mêmes ont déposé une autre plainte au niveau de l'autorité de la concurrence. Et là aussi, pour montrer qu'il y a des pratiques déloyales qui sont à l'œuvre. Et ces 2 plaintes sont concomitamment menées. Tout le monde a été auditionné pendant les vacances. Donc un paquet de gens sont montés à Paris, voire à l'Europe pour être entendus. Ils ont tous reçu le contradictoire, c'est-à-dire que tout ce que tout le monde a dit, ils sont en train de répondre. Et l'autorité de la concurrence doit donner son avis en novembre et l'Union européenne en octobre. Et quand vous savez que se tient en Guyane la 22e conférence des régions ultrapériphériques en présence de M. Macron et de M. Juncker, qui est président de la Commission, et en même temps, il se passe les assises de l'alimentation en France, où participent nos représentants, on s'est dit que c'était peut-être le moment de jeter un éclairage sur ce qui se passe chez nous. Et c'est vrai que c'est pas joli. Voilà. Il y a vraiment des gens qui ne font pas le métier d'éleveur en étant conscients qu'ils nourrissent des gens, notamment dans les normes ne sont pas respectées, c'est ça. Voilà. Et puis on se retrouve dans un système qui est devenu fou, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour vendre, on produit pour stocker, parce que plus on stocke, plus on a de la subvention. Oui. Et la Guadeloupe, donc on voit le système très en détail sur ce qui s'est passé en Martinique, et la Guadeloupe s'est montrée un tout petit peu plus vertueuse, parce qu'ils ont fait en 2016, ils se sont rendus compte, ils étaient à peu près dans le même schéma, ils se sont rendus compte que les filières sont en train de mourir. Donc il y a un groupe d'éleveurs qui se sont rassemblés, enfin les éleveurs, et pour la première fois, une coopération demande à l'Europe de diminuer leur enveloppe de fonds européens. Oui. Parce qu'en fait, plus il y avait d'argent, comme ils ne pouvaient pas l'utiliser, ils se retrouvaient à faire des choses pas très catholiques, pas très avouables, on dira. Donc pour la première fois, les Guadeloupéens ont dit il y avait trop d'argent, il y avait trop de mesures, donc ils baissent d'à peu près 1 ou 2 millions d'euros. Au niveau des mesures, il se passe de 120 à 7 mesures sur lesquelles ils vont émarger. Oui. Et puis, ils se disent, maintenant, on se donne, pendant au moins 2 ans, on veut moins d'argent, et on se donne 5 ans jusqu'en 2022, pour pouvoir relancer les filières. Et vraiment, moi, je me dis, franchement, il faut arrêter de dilapider comme ça de l'argent public. Nous sommes là sur le point de demander... Mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. La preuve, quand vous allez lire ce hors-série, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête, et nous sommes très fiers de faire cet acte citoyen, parce qu'on se rend compte que justement, tous les stades de contrôle ne sont pas maîtrisés. Les préfectures doivent faire, les DAF de direction de l'agriculture et de la forêt doivent faire, l'ODEADOM doit contrôler, etc. Et on se retrouve qu'il y a des falsifications, des choses qui sont faites pour pouvoir justifier a posteriori, des documents antidatés, voilà quoi. Alors que je trouve ça d'autant coupable, et là je porte un jugement, que ces filières auraient pu donner du travail à beaucoup de jeunes, à beaucoup de gens parce que nous sommes des êtres, des populations qui sommes proches de la nature. Pendant longtemps, on avait un jardin créole, pendant longtemps, on avait tous un cochon derrière chez nous, pendant longtemps, etc., etc. On est rentré dans un système de batterie, c'est-à-dire batterie de poules, batterie de poulet, batterie de cochon, etc. Et on s'est éloigné de la nourriture, de ce besoin de nourriture des populations. D'autant plus que l'importation de produits qui viennent d'ailleurs et qui sont importantes et pas toujours de qualité. Absolument, absolument. Et c'est là aussi on voit la guerre entre guillemets qu'il y a entre la production locale de viande et la grande distribution. On peut se poser des questions de certaines pratiques.
Donc nous avons tout écrit. Nous savons que ça commence à porter ses fruits. On peut considérer ce numéro comme un numéro d'alerte? Un numéro d'alerte, absolument. Voilà. Et pour vous dire, j'en ai envoyé à Mediapart. Oui. Parce que je considère que ça mérite de remonter au plus haut. Parce que franchement, si ça touche un petit nombre, voilà. Mais ça touche beaucoup de monde et c'est de l'argent public. C'est nos impôts. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, nous sommes très fiers d'avoir fait ça. Regardez-le, lisez-le. Oui, et en plus, on va le faire. Nous nous sommes attachés à faire un beau journal. D'habitude, oui, on fait un beau. Mais vous savez pourquoi? On a mis de très belles photos d'animaux. Parce que on peut dire que c'est un journal appétissant. Oui, bien que, comment dire, le texte est grave. Oui, parce qu'on parle de choses qui sont... par exemple, quand vous apprenez que pour des conflits de personnes, il y a une exploitation de 1280 lapins qu'on a tués, quoi. Mais pour que le container qui, avec l'aliment, était sur le port en Martinique, et parce qu'il y avait un conflit d'hommes entre la coopérative et l'éleveur, ils n'ont pas sorti parce que bien sûr, celui qui envoyait le fournisseur demandait d'être payé. Ah ben, ils ont préféré laisser mourir les animaux. Et ça, c'est un acte contre la vie, je considère. D'accord. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Un numéro à lire ou à relire. Il est en kiosque, il a conservé puis à regarder. Bien sûr, à conserver, j'imagine. Voilà. Et puis, dernier petit sujet, en cette période où nous sommes tous en train de regarder nos contrats de sinistres, notamment les entreprises. Alors, pour les entreprises, il y a ce qu'on appelle... des garanties de perte d'exploitation. Parce que par exemple, dans le cas des entreprises de Saint-Martin, elles sont par terre pendant 2, 3, 4, 5, 10 mois. Faire du chiffre d'affaires... Pas de trésorerie, il n'y a pas de trésorerie. Non seulement trésorerie, mais générer du chiffre d'affaires. Oui. Donc, on appelle ça perte d'exploitation. Et très souvent, donc c'est prévu dans les contrats, mais souvent sous-évalué. Oui. Parce qu'on se dit, bon, et par exemple, j'ai le cas d'un hôtel à Saint-Martin qui fait un beau chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, mais qui a une perte d'exploitation que de 500 000. Alors, ce qui veut dire qu'elle a bien 3,5 millions qui ne sont pas couverts. Donc, petite alerte auprès des chefs d'entreprise, pensez à regarder le niveau de votre perte d'exploitation parce que c'est à ce niveau-là que vous serez indemnisé par les assurances. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y aura une batterie d'experts qui vont venir évaluer les risques. Ce sont des experts des assurances. Alors, il faut savoir que c'est possible que les assurés, c'est-à-dire les entreprises ou si vous particuliers, etc., que vous ayez un expert d'assuré. Et comme ça, il y aura dialogue entre experts et non pas dialogue, un expert qui sera plutôt tourné vers les assurances malgré son empathie, etc., mais quand même tourné vers les intérêts de l'assurance. Et en face de lui, vaut mieux mettre un expert d'assuré, c'est-à-dire quelqu'un qui sera en capacité de défendre vos intérêts. Il y a un cabinet local qui fait ça, et il y en a une dizaine au niveau national. Ça coûte quoi? 2 millions d'euros 2 000 euros de frais. Oui. Pour les entreprises, je parle bien. Pour les entreprises, je suppose que c'est un peu différent pour eux. Et sinon, ils sont payés donc les frais de dossier et après ils sont payés à la commission en fonction de ce qu'ils obtiennent des assureurs. Donc voilà, c'est une petite info pratique parce que des fois on se retrouve tellement submergé en disant bon Dieu, mon assureur, on va tout faire pour moi. Et puis quand on regarde bien, il défend ses intérêts. C'est qui est normal. Merci Amazon Caraïbes. On vous retrouve jeudi prochain. Mardi prochain. Mardi prochain. Désormais, c'est le mardi. Désormais, c'est le mardi. Là, aujourd'hui, c'était tout à fait exceptionnel. Il est 13h20. Justement, Maria a fait que nous avons reçu nos magazines un peu en retard et donc nous avons diffusé hier en Martinique. Voilà, lundi, la suite, il est 13h26 avant la pub. En tout cas, bon après-midi. Merci, on vous remercie. Et on continue avec cette conférence de la Semaine Bleue, puisque du 1er au 8 octobre aura lieu donc l'édition 2017 de la Semaine Bleue dédiée aux retraités et aux personnes âgées. Un rendez-vous annuel qui constitue un moment privilégié pour inviter donc le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social des seniors dans la société. Ce matin, la résidence départementale du Gosier avait donc lieu la conférence où il nous présentait donc ce thème qui sera cette année à tout âge, faire société. Un reportage d'Olivier Félix.
C'est quelque chose d'intergénérationnel. Des personnes âgées, on a toujours quelque chose à apprendre et ma foi, c'est un peu pour ça que j'ai accepté d'être le parrain de cette semaine bleue, d'être à côté de ces bibliothèques que nous avons en Guadeloupe, de ces personnes qui ont tellement de choses à dire encore et à faire et à nous apprendre parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et eux, de leur côté, ils n'ont jamais fini d'enseigner. Souvent, on se dit, ah oui, ben on ne sait pas, et on vit, on fait fi des personnes âgées alors que ces personnes-là sont là et si elles n'étaient pas, si elles sont là, c'est qu'avant, il y a eu une histoire. Et que nous sommes là pour poursuivre cette histoire, mais qu'à côté, l'histoire de ces personnes, l'histoire n'est pas terminée, même si elles sont âgées ou elles sont parties à la retraite, etc. Mais que l'histoire continue et que nous avons besoin de nos personnes âgées. D'ailleurs, il y a eu à une certaine époque où le pape a fait appel aux personnes âgées pour reprendre l'éducation des enfants. Et moi, côtoyer les personnes âgées me permet de faire comment puis-je m'exprimer, de comparer. C'est la manière dont ils parlent, la manière dont ils expliquent les choses de l'époque et de comparer ce que nous faisons ici, de voir s'il y a une évolution. Et c'est vrai que de leur côté, on leur donne un peu plus la parole en Guadeloupe et ça, je dis merci à ceux qui l'ont compris, de plus mettre en avant nos aînés, nos personnes âgées. Maintenant, on le fait. Avant, ils étaient quelque peu mis aux oubliettes, mais là, ils sont un peu plus en avant et je l'ai toujours dit. Et nous avons besoin d'honorer, de mettre en avant nos aînés parce que c'est comme ça. La semaine bleue est très très importante pour nous puisque vous savez, dans les années à venir, les personnes âgées en Guadeloupe représenteront une masse énorme de la population. Donc nous serons à peu près le deuxième département le plus âgé de la Guadeloupe. Donc c'est important aujourd'hui de mettre l'accent sur les personnes âgées. Et nous, à la Caisse générale de sécurité sociale, donc, nous consacrons donc, 3 millions par année, 3 millions d'euros par année donc, en dehors des retraites, en tout cas l'action sociale des personnes âgées, pour l'action sociale des personnes âgées, mais également dans le cadre justement de la catastrophe qui a été de Saint-Martin, nous avons débloqué avec la Caisse nationale vieillesse plus d'1 million d'euros donc pour aider les retraités. Donc nous allons leur financer 350 € par personnes âgées. Nous avons à peu près 1050 retraités à Saint-Martin, mais également la Caisse nationale d'assurance maladie aussi a financé 500 000 € pour permettre justement les transferts des personnes. C'est une semaine bleue que nous réalisons dans des délais contraints, eu égard donc aux manifestations climatiques qui nous ont un peu perturbé dans l'organisation. Mais c'est une semaine que nous avions déjà pensée particulière, puisque cette semaine bleue 2017 va couvrir une année bleue que nous allons donc mener avec l'ensemble de nos partenaires sur le territoire guadeloupéen. C'est l'heure de marquer une deuxième page de publicité. On se retrouve tout à l'heure avec nos deux chroniqueuses, Coco et les abricots avec Jocelyne et Mina. À tout de suite. Voilà, 13h36, retour sur le plateau du ZCL. La partie chronique va repartir puisque notre deuxième chroniqueuse, on en a 4 aujourd'hui, est arrivée. Bonjour Jocelyne. Bonjour Danick. Ça va? Ça va, très bien quand même, malgré les événements, mais ça va très bien. Les cocos et les abricots n'ont pas volé? Ah, quelques cocos et les abricots ont pris le vent avec Maria, mais c'est pas grave, ça va repousser. Mais le vent va pas vous emporter, c'est tant mieux. Et aujourd'hui, on va parler de... Café. Et Tosta Wicola, comme dit la chanson. Vous connaissez cette chanson? Laquelle? Café, Tosta Wicola, vous connaissez ça? Oui. Ah oui, je connais. Et Palmieri, tout le monde connaît ça, c'est un classique. J'ai pas une aussi belle voix, mais je connais. Je vais dû mettre ça en ouverture de votre tasse de café. Alors, allons-y pour le café. Il y a mon générique quand même, Joël. Générique, s'il vous plaît, merci, c'est parti. Bonjour à tous les spectateurs et auditeurs de RHT et de Canal 10. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le café. Le café, une boisson qu'on aime, d'autres qui détestent, d'autres qui disent que ça fait mal à la tête, c'est une drogue, c'est un excitant. Bon, il y a un peu de tout ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, il y a un peu de tout ça, mais je vais l'expliquer. Oui. Mais ça a une longue histoire derrière lui. Déjà, le café...
vient d'Éthiopie. Donc on prétend qu'un petit berger abyssinien avait remarqué que ces chèvres qui raffolaient des cerises de café étaient tout sautés partout, étaient excités, tout ça. Donc il a regardé, il a vu que c'était le café. Une autre légende dit que ce même petit berger qui s'appelait Kaidi avait fait tomber par hasard une branche de caféier dans le feu et il a été charmé par l'odeur. Sachant que quand même que le caféier, le café c'est une boisson énergisante, psychotrope, stimulante et que c'est l'une des boissons les plus consommées après l'eau et le thé. Donc, finalement, c'est aussi consommé que l'eau et le thé. Et oui, donc il n'y a pas un pays où on passe que le café ne soit pas connu. Donc on peut dire qu'après l'Éthiopie, au XIIe siècle, il a fait son étendue, vraiment, il s'est étendu grâce aux musulmans dans tout le bassin arabo, on peut dire. Et les Arabes le nommaient, d'où son nom, Kawa. Quand on parle le kawa, comme on parle en argot, je veux un petit kawa, et ben le kawa ça vient de ce terme. Et en arabe ça veut dire boisson énergisante, ce qui donne de l'appétit. Et comme les musulmans, de par l'islam, n'avaient pas le droit de consommer aucun excitant ni de l'alcool, donc le café était bienvenu et donc c'est pour ça qu'il était vraiment apprécié. Et d'ailleurs, ce sont eux qui l'ont popularisé dans tout ce bassin et gardé précieusement les graines qui sont sorties du Yémen. Donc ils ne le diffusaient pas, ils diffusaient vraiment le café, la mouture. Et ce sont les premiers à avoir fait des bars où les gens pouvaient aller déguster ce café, se le passer un peu comme les gens qui fumaient la chicha. Ils se passaient les tasses comme ça, ils discutaient, on faisait le monde, ils priaient. Et ensuite, tout ça c'est au XIIe siècle. Ensuite, au XVIIe siècle, les marchands qui ont eu vent de cette boisson qui est euphorisante, qui donnait de l'énergie, sont venus commercer avec ces musulmans et l'ont implanté en Europe. Et en Europe, les premiers qui l'ont emmené, ce sont les marchands vénitiens. Et comme ils ont apprécié, donc ils ont ouvert les premiers bars en Italie, dont à Venise. Il en reste encore le bar de feu. C'est pour ça que ça s'appelle un café. Exactement. Ils l'ont amené café parce que, je disais que le petit Éthiopien, le berger, il venait de la province de Kaffa. Ah, de Kaffa, oui. Donc, par extension, café. Oui. Et au Yémen, quand ils ont commencé à commercer le café, c'était dans le port de Moka. Ah oui, donc on connaît déjà d'où sortent ça, ce sont des noms qu'on trouve en Guadeloupe, ça. Oui, Kaffa, Moka. Voilà, mais aussi ce sont les noms du café. Tout à fait. Moka, voilà. Et donc en Italie, il reste encore un bar qui date de cette période, qui reste encore comme un vestige de cette époque. Bien sûr. Donc par la suite, pour arriver jusqu'à nous, parce qu'il faut qu'on arrive à nous, donc le café, c'est un Hollandais. Les Hollandais, jusqu'à présent, les musulmans ne vendaient que la mouture, c'est-à-dire qu'ils gardaient les plantes pour eux, c'était vraiment une denrée précieuse. Et bien les Hollandais, par divers moyens, en sont arrivés, je dirais qu'ils ont volé quelques graines à ces musulmans et ils l'ont planté en Indonésie, partout où ils avaient des comptoirs. Et c'est un bourgmestre hollandais du nom, j'oublie son prénom. De Pancras, en effet, qui a offert à Louis XIV le premier plant de café qu'il a fait pousser dans le jardin des plantes. Et c'est ce plant en 1720 qui est arrivé à la Martinique et ensuite à la Guadeloupe. Et depuis, tous les cafés que nous avons sont originaires de ce plant qui a été offert à Louis XIV. Oui. D'ailleurs, je dirais que ce plant, c'est très précis, c'est la souche Typica coffee arabica qui fait le bourbon pointu. Il faut savoir que le bourbon pointu, que nous avons aux Antilles, nous avons importé aussi ce bourbon pointu à la Jamaïque qui a fait le Blue Mountain, un café très réputé, 150 € le kilo, et à la Réunion qui a aussi le bourbon pointu. Donc c'est un café très rare et c'est pour ça qu'il faut savoir que notre café est réputé l'un des meilleurs au monde. Oui, on le sait. On le sait, souvent. Il faut le savoir, il faut que la population le sache. Oui. Et d'ailleurs, on dit aussi que le meilleur café est gardé pour la population, notre consommation, et on exporte, mais il est quand même le meilleur. Et pourquoi? Parce que c'est dû de sa rareté et le fait qu'ils sont endémiques depuis longtemps et qu'ils sortent de cette souche. Sachant qu'à La Réunion, le bourbon pointu se vend à 450 et quelques le kilo. Et ici, il se vend combien? C'est à peu près 150, sachant que le café qui est vendu, à part la consommation locale... C'est Vanibel qui le fait en Guadeloupe? Il y a Vanibel, il y a la Rivelia qui fait le bonifieur. Oui. Le bonifieur et mon café. Il faut savoir que longtemps,
avant ces trentaines d'années, longtemps, le café guadeloupéen était un bonifieur. Pourquoi? Parce qu'il servait à rehausser le goût des cafés européens. Meilleur que le café brésilien. Et meilleur que le café brésilien, déjà, c'est pas la même souche. Mais n'empêche que tous ces cafés, tous ces pays producteurs, donc la Guadeloupe, les Antilles, là, bon, il y a le Brésil, il y a l'Éthiopie et la Colombie. Oui. Mais il faut savoir que tous les cafés mondiaux sont achetés par 5 grands acheteurs. Ils achètent tous les cafés du monde, et dont Nestlé. Et les cafés sont cotés en bourse. Il faut savoir qu'après le pétrole, le café vient. Donc, ils sont cotés en bourse. À la bourse de New York. Côte d'Ivoire aussi, producteur de café. Lequel? La Côte d'Ivoire, non? Oui, il y a la Côte d'Ivoire, mais il vient, c'est pas il n'est pas dans le top vraiment des grands producteurs. Il y a les Éthiopiens vraiment qui sont avant la Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir qu'à la bourse de New York, c'est la côte du café Arabica, et à la bourse de Londres, c'est le Robusta. Mais ce sont ces grands pays qui l'organisent. Donc il y a une chose aussi, ce qui est bien, c'est que depuis une trentaine d'années, vraiment le café prend un essor en Guadeloupe grâce aux différents, la Grivelière qui appartient à la région depuis 88 avec son café, le bonifieur guadeloupéen. Il faut savoir aussi qu'il y a Cholette avec ses différents cafés, Côte-sous-le-Vent, etc. Sachant que c'est du 100% Arabica aussi, donc c'est d'où sa valeur. Et il y a Vanibel aussi qui monte. Mais tout ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a à peu près 150 hectares de terrain où sont produits les caféiers pour 90 tonnes de café par an. Oui. Donc là, on demanderait encore plus, sachant que quand même, c'est une reprise, parce qu'à une époque, c'était vraiment anecdotique. Il n'y avait plus de café. Il y a un processus de replantation dans la région de la Côte-sous-le-Vent à Bouillante. Je peux vous dire ça, je vais visiter un caféier. Oui. Mais c'est à cause du cyclone de 28 que les caféiers ont disparu. Mais il y a un mouvement de replantation en ce moment. Parce que les caféiers ont été remplacés par la banane, parce que les caféiers, vu la qualité, c'est en montagne, donc la richesse des terres volcaniques, et ça pousse à l'ombre des bananiers. Et lors du cyclone 28, tous les bananiers sont tombés, les cafés aussi, mais les bananiers ont repris plus facilement. Donc, les cafés demandent vraiment une exploitation particulière. Mais oui, 4 ans quand même, 4 ans avant que ça produise, ensuite 1 an de séchage. Donc il faut voir quoi. Mais il faut voir aussi que tous les bienfaits que le café rapporte, parce que les gens disent c'est pas bon. Quelles sont ses propriétés? Déjà pour la beauté, donc c'est antioxydant, donc ça piège les radicaux libres, donc ça empêche de vieillir. Donc on peut l'utiliser en gommage corporel comme en gommage facial, donc au niveau ça aide, ça atténue les rides et ça permet de diminuer la cellulite. Déjà. Ça, c'est bien pour les femmes. Ensuite, au niveau du foie, c'est un détoxifiant. Aussi. Donc pour les gens qui ont foie gras et tout ça, c'est un détoxifiant. Il réduit le risque de diabète de type 2, ce qui est intéressant. C'est un protecteur des neurones contre la dégénérescence pour la maladie de Parkinson. Il aide aussi à combattre la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut savoir aussi pourquoi nos grands-mères étaient aussi de choc quand on était radio, parce qu'ils étaient boire du café tous les matins, moulé, frais. Mais on n'a jamais resté une journée sans avoir son café tous les matins, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il suffit. Elle est très joke. Mais toutes nos femmes guadeloupéennes étaient joke. Tout est dans l'abus. Oui. Tout est dans l'abus. Si on boit trop de café, il y aura des problèmes au niveau cardiaque. Mais sachant que c'est un stimulant, ça donne de l'énergie, ça donne de la bonne humeur, du bien-être. Donc voilà. Je sais aussi que certaines personnes utilisaient, ma mère l'a fait quand elle avait attrapé un refroidissement, elle a utilisé un bain de café. D'accord. Après une tempête. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent en lavement, toujours pour détoxifier le foie. Un lavement du corps. Bon, Mina pourra me dire si c'est vrai ou pas. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes? Une minute? 1 minute 30. Oh mon Dieu, 1 minute 30. Oui. Bon, donc on peut dire que vraiment, le café, il y a le pétrole, mais nous n'avons pas de pétrole, mais on a du café, il faudrait quand même l'utiliser à bon escient. Et c'est une fortune que nous avons. Ben, visiblement, je vais être obligé de me mettre au café. Bah oui. J'avais commencé très tôt et puis j'avais arrêté. Mais on a une belle histoire au niveau du café. Je vais reprendre le café. Donc on doit être fiers de notre café, qui est quand même l'un des meilleurs cafés du monde. Donc aujourd'hui, comme il ne me restait pas beaucoup de temps... il ne reste plus de temps là. Aujourd'hui, je remercie les Calbas au village artisanal pour le prêt de ce bijou qui est unique. Donc toutes les femmes, si vous allez au village artisanal parce qu'elle fait des pièces uniques. Je remercie aussi ma maquilleuse, Florence Barbin.
donc elle est à Montgénéry. Et surtout, je voudrais parler de Kafka Énergie qui fait une formation de FCO Marchandises du 16 au 20 octobre 2017 et du FCO Voyageurs et FIMO Voyageurs du 23 au 27 octobre et du 23 octobre au 21 novembre. D'ailleurs, il y a l'affiche qui s'annonce. Donc, pour tout renseignement, allez et appelez-le au 0590 93 63 11 ou Kafka Énergie. J'ai pas noté le numéro, vous prenez-le, si. 0590 93 63 11. Toujours pas noté. Ah, dommage, c'est noté. Hein. Mais non, c'est trop vite. Ah, 93 63 11 et c'est à fixe. Merci, Jocelyne. Donc, merci. On va retrouver la semaine prochaine, 13h48. Les chroniques suivent mais ne se ressemblent pas. Martine est déjà là. Mina est là. Mina, bonjour. Bonjour. On vous retrouve comme tous les 15 jours. C'est la chronique psycho. Et là, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le besoin de reconnaissance. Tout à fait. Oui. Alors, deux petits mots là-dessus, qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Oui, les signes de reconnaissance sont indispensables à notre vie car ils humanisent et ils améliorent les relations entre les personnes. Et tout simplement, nous avons besoin d'être reconnus pour ce que nous sommes et ce que nous faisons. Oui. Sinon, le risque, ça va être d'empêcher à une personne de donner la pleine mesure de ses capacités ou encore de perdre toute motivation. Alors, est-ce qu'on peut dire que le besoin de reconnaissance, on le retrouve ou ça intervient dans les relations entre les hommes et les femmes ? Tout à fait. La perception n'est pas la même quand il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les hommes vont avoir tendance à être félicités pour leur rendement, leur autorité, leur esprit de décision. Et à compétences égales, donc quand une femme occupe la même fonction, elle sera complimentée pour sa gentillesse, sa beauté, sa façon de s'habiller. Pas pour son travail ? Non, c'est pas ce qui va ressortir. C'est le machisme qui fait ça ou le sexisme, c'est quoi exactement ? Notre société est formatée et machiste, oui, il faut le dire. Oui. Donc ce schéma-là va avoir tendance à minimiser les capacités des femmes à entreprendre et à être logiques. Alors, donc on peut prendre l'exemple de notre ministre des Sports, Madame Laura Flessel, qui est reconnue pour ses qualités hors du commun à travers notamment ses 6 titres de championne du monde d'escrime, mais aussi son engagement fort au Conseil économique, social et environnemental. Et elle a joué un rôle clé pour les Jeux olympiques qui vont se tenir à Paris en 2024. Tout à fait. Alors, quand quelqu'un est privé de reconnaissance, est-ce qu'il y a des conséquences à cela ? C'est à tous les niveaux de la vie. Et à l'heure où on parle de mal-être au travail et de violence conjugale, le besoin de reconnaissance va être capital. D'autres exemples, c'est par exemple un enfant qui n'est pas reconnu par son père. Donc il y a une procédure juridique pour reconnaître son enfant. Et ben cet enfant va avoir un comportement difficile pour se faire remarquer. Ah bon ? Oui. Un autre exemple, ça va être un employé qui lorsqu'il n'est pas valorisé pour son travail, il va avoir tendance il va faire en sorte d'arriver en retard ou de fournir un travail incomplet. Oui. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les signes de reconnaissance peuvent être positifs ou négatifs ? Comment on les classifie ? Tout à fait. Donc, il y a ces signes de reconnaissance positifs et négatifs. Et le tout, c'est pour les signes de reconnaissance positifs, c'est de reconnaître l'existence de l'autre à travers un bonjour, une poignée de main, un sourire sur le visage, mais ça peut être aussi des messages écrits, des cadeaux ou de l'argent. On prend par exemple le cas du cyclone qui vient de frapper la Guadeloupe. Il y a la reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est le même type de reconnaissance ? C'est aussi un exemple à l'échelle gouvernementale
cette catastrophe naturelle. Donc nous pouvons voir notre ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin, qui est intervenue sans attendre dans l'archipel des îles de la Guadeloupe. Donc ces signes de reconnaissance vont être efficaces pour obtenir le meilleur de chaque individu. Mais pour ça, c'est important de valoriser immédiatement ce qui a été fait par la personne. Et si on n'en a pas la possibilité de dire par exemple je n'ai pas eu l'occasion de te dire merci plus tôt. Et pour obtenir le meilleur de chaque personne, alors comment faire? Alors pour obtenir donc la pleine mesure des capacités des individus, le plus important, ça va être d'être sincère et honnête. Donc on peut penser qu'une personne ne va pas s'en apercevoir, mais c'est un peu comme l'intuition. Donc nous avons tous la capacité de sentir quand on est manipulé. Il y a un malaise qui se forme. Et dans tous les cas, plusieurs choix vont s'offrir à nous, soit de répéter les mêmes erreurs sans cesse, ou soit de faire tout le contraire de ce que nos parents nous ont appris, voilà, par esprit de rébellion. Ou troisième possibilité, ça va être de réparer notre vécu en donnant ce qu'on n'a pas reçu. Voilà, et c'est ce qui est beau. D'accord. Et comment on va terminer ça? On va terminer en beauté, c'est ce que vous avez prévu? Oui, j'avais prévu une musique, mais je crois qu'on va être pris par le temps. On va peut-être l'écouter, pas peut-être aujourd'hui, mais je vous promets qu'on va l'écouter. En tout cas, on vous remercie déjà pour ce besoin de reconnaissance dans cette chronique psycho. Et on va tout de suite passer à la dernière chronique, et aussi dans le même ballon, mais là, elle est culturelle. Et avant, je voulais simplement dire que ce soir, il y a une soirée spéciale 57, nocturne. Vous savez, c'est cette affiche que vous voyez un peu partout, 4x3. Et il y a un ouvrage qui est sorti, qui est très intéressant, et elle est aussi dedans. Et Martine va continuer. Bonjour Martine. C'est tout ce que j'ai. Martine est au top. Salut Danick, bonjour à tout le monde. Salut à vous autres, auditeurs et puis également téléspectateurs. Donc voilà, j'entame tout de suite. Il faut aller vite puisque j'ai encore une fois très peu de temps pour Non, vous dire. vous avez le temps quand même. Ah bon, j'ai le temps. Alors prenons-le. On va déborder un petit peu. Nous ne serons pas contents, mais enfin. Heureusement qu'il n'y avait pas la musique. Voilà, il n'y a pas le générique, je vais le faire. Oui. Je ne me rappelle plus. Bon. Alors, vous avez vu, je vais entamer tout de suite. Merci Jocelyne. On a entamé la semaine avant Maria une chronique qui va se faire en filigrane. C'est que je vous ai proposé à mon fan club et à tous les autres de suivre l'évolution de ma chevelure. C'est ce que je dis, il y a quelque chose de bizarre par rapport à la semaine dernière. Eh oui. Ben, la semaine dernière, la semaine d'avant, j'avais fait on avait commencé à expliquer pourquoi il faut rester naturel et en commençant par le cheveu blanc. Donc montrer qu'aujourd'hui, le cheveu blanc, le cheveu gris est devenu une tendance. Là. Comment? Vous avez été vos cheveux blancs là. Ah non, si tu regardes bien, ils sont là. C'est parce que tu vois. Tu peux venir contrôler. Ah d'accord. Je vais montrer tout à l'heure. Ouais. Et donc, voilà, ça c'est la première décision, mais c'est une décision qui est difficile à prendre parce que c'est pas tant parce que ça marque l'âge, parce qu'il y a des gens, comme je le disais, des bébés qui ont des cheveux blancs à la naissance, des personnes de 30 ans qui en ont, et puis c'est une tendance mode, donc on peut très bien décider de mettre des cheveux blancs, platine, etc. Donc c'est pas que ça, mais c'est surtout le fait d'arriver à vaincre le regard que l'autre porte sur toi, donc toi-même ce que ça te renvoie, et puis surtout aussi se dire que on est peut-être un peu en décalage avec la mode, la tendance, et puis la bien-pensance qu'on peut avoir de la physionomie qu'on doit avoir à tout âge de la vie et à tout moment. Alors j'ai décidé d'essayer de braver ça. C'est pas facile tous les jours parce que j'ai une de mes sœurs qui m'a dit quand elle a des cheveux blancs, hein, mais ça qu'a fait laid dans tête, hein, ma fille. Ah, moi-même, il y a des ponts cheveux blancs en tête, hein, moi. Donc déjà dans ta propre famille, on comprend pas du tout cette décision. Mais voilà.
Elle est prise, cette première-là, donc vous verrez de plus en plus ces cheveux blancs apparaître et voilà, je les porterai fièrement et peut-être même, et c'est ça la difficulté, c'est la transition entre le cheveu naturellement coloré que nous avons à un moment et le cheveu blanc. C'est cette couleur, cette tendance entre les deux qui est difficile. Alors peut-être qu'un jour vous me verrez arriver avec tous les cheveux blancs parce que j'aurai passé une étape. Ça c'est dans 50 ans ça? Non, pas dans 50 ans, dans quelques mois. Quelques mois. La deuxième étape, donc, c'est couper les cheveux pour qu'ils reviennent naturels. Ils sont défrisés. La semaine d'avant, je vous ai montré, ils étaient un peu crépus. Ouais. Là, je les ai défrisés. C'est le dernier défrisage. C'est vrai. Dernier fois qu'on mettait sous dans tête en moins. D'accord. Merci. Voilà. Donc merci, là, c'est merci, fait. Mais c'est surtout pour moi. C'est pour ma santé. Une nouvelle fois. Non, cette dernière fois. Là, en fait pas esprit, en filmé. Donc, vous pourrez voir la vidéo sur YouTube avec toutes les décisions prises par rapport à ça. Donc, ça, c'est du perso. Mais c'est parce que ça permet aussi à d'autres femmes de prendre cette décision. Et puis, à des hommes aussi. Et puis, de montrer qu'on a une très belle chevelure. Bon, moi, elle est comme elle est. Mais c'est le défrisage. Elle n'est pas naturelle. Elle est défrisée, ma chevelure, mais elle a été très abîmée parce qu'elle était 3 fois plus volumineuse, plus longue et abîmée à force. Donc, on revient au... Donc voilà, vous allez suivre ça. Bienvenue au club. Vous allez pouvoir le suivre sur YouTube parce que j'ai ouvert un compte YouTube. Et puis, dans ZCL, ça sera voilà, le petit truc avec vous. Alors maintenant que vous savez tout, il n'y a plus qu'à suivre l'évolution de tout cela. Voilà, du nappy. Alors, puisque nous sommes en train de parler de cheveux blancs, il est tout naturel que je vous parle de la semaine bleue. Oui. C'est les vieux aux cheveux blancs, mais qui sont bleus, d'accord. Mais c'est pas seulement des vieux. C'était aujourd'hui la conférence de presse de lancement, on en a parlé tout à l'heure. Oui, d'accord. La semaine bleue, donc à tout âge faire société, c'est du 2 au 8 octobre prochain. Mais saviez-vous que cette semaine bleue, avant de s'appeler comme ça, elle avait un nom qui passait pas très très bien. Et savez-vous également à quelle période on l'a mise en place? Historiquement, les débuts de la semaine bleue, c'est en 1951. 1951, juste après l'après-guerre, donc il fallait apporter un petit coup de pouce aux personnes qui étaient un peu plus âgées, on va dire, et en difficulté, et aux associations qui les accompagnaient. Donc ça a été lancé en 51 et ça s'est appelé la Journée des vieillards. Oh là là, oui. Difficile à faire passer, mais ça a été d'abord baptisé comme ça. C'était un arrêté du ministère à l'époque de la santé publique qui avait mis en place cette journée. Et puis elle a changé de nom quand même parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pas très facile à porter. Et donc le nom a évolué et c'est devenu quelques temps après une semaine nationale des vieillards. C'est pas mieux parce qu'il y a toujours le mot vieillard dedans. C'est quand même un petit peu raide à faire passer. Ensuite, c'est devenu la semaine nationale des retraités. Bon, on enlève le mot vieillard. C'était retraités et des personnes âgées, mais également et des associations qui s'en occupent. Et puis finalement, en 1977, nous sommes arrivés à la semaine bleue. Et la semaine bleue, je me suis demandé, tiens, pourquoi? Mais parce que beaucoup de personnes âgées font cette petite coloration bleue dans leur cheveux. Je ne suis pas certaine que ce soit pour ça. Oui. Mais il y a un très joli slogan, en tout cas, qui y a été associé, c'est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. Donc c'est pourquoi la semaine bleue fait 7 jours, enfin une semaine. Voilà, alors je ne vous en parlerai pas plus, mais vous savez que la semaine bleue, c'est plus de 300 événements un peu partout en France, pas autant en Guadeloupe, mais beaucoup d'événements. J'ai retenu celui de la semaine du Gosier, qui est une semaine extrêmement bien construite, achalandée avec de belles choses, avec des rencontres, avec des échanges, avec thé dansant, bal, animation. Il y en a un petit peu partout, les abîmes aussi. Donc vraiment, renseignez-vous sur le site. La semaine bleue, il y a tout un programme et puis chaque commune, de toute façon, y va de son accompagnement sur cette semaine qui est, je vous assure, bien au-delà que d'être seulement bleu parce que c'est vraiment très attractif et avec des débats. D'ailleurs, il y en a un qui est mis en place par le conseil départemental qui est affiché en ce moment, très intéressant aussi. Voilà pour cette petite semaine qui s'annonce là du 2 au... Agenda, je ne vais pas en parler. Une exposition, un livre, tu viens d'en parler. Oui, mais moi, je n'ai pas le livre avec moi. Oui. Alors, le livre, c'est ça, je redis. J'y vais ce soir. Avec plein de photos et d'œuvres d'artistes qui sont exposées gratuitement au pavillon de la ville. Et ce soir, il y a une nocturne. Et ce soir, il y a une nocturne. Effectivement, cette exposition, livre et exposition, a été voulue donc parce que... Vendredi, la nocturne, il y aura de la musique avec un groupe particulier.
Mais on ce sera prend super intéressant. On prend tout le temps, mais en moins. C'est au cas de chronique culturelle. Ah, c'est ça que tu as dit. Ah, ben dit. Mais non, pas ça pour nous dit ça. Non, mais j'ai dit. Tant pis. Voilà, le projet 57, c'est une exposition et un livre. Et sais-tu d'où vient le mot 57? Non. Oui, 57, ils sont venus ici. Ils sont venus, d'accord. Oui. Mais je le redis pour ceux qui m'attendaient. 57 tués sur la route en 2016. Donc c'est vrai que ça nous touche profondément parce que ce sont des tués qui pourraient être évités. Enfin, je veux dire, des accidents mortels comme ça. On est déjà à 36. Comment? On est déjà à 36. On est déjà à 36 cette année. C'est déjà beaucoup trop. Donc là, voilà, ça a ému des avocats, le cabinet Copé, ça a ému aussi des artistes. Et l'idée de ce projet s'est fait pour pouvoir illustrer à leur manière, chacun au travers d'une œuvre, et puis ce livre, pour combattre bien les tués sur la mort, les accidents de la route qui sont beaucoup, beaucoup trop nombreux. C'est vraiment organiser une exposition autour de l'ouvrage qui a été fait et surtout sensibiliser la population sur les dangers de la route et leur permettre de prendre conscience que chacun d'entre nous, nous devons être responsables. Et quand on dit responsable, c'est ceux où savent que vous allez Béitibouin. Hein, tu vois ce que je veux dire? On prend la route, pas pour la route. Exactement. Donc éviter de prendre, et puis tout le reste qu'on peut prendre et qui fait que nous sommes déjà moins vigilants sur la route. On voit des choses tellement étonnantes que c'est voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, et puis je vais vite parler d'un petit rendez-vous agenda mercredi à Timoun à l'espace thermoludique du Lamentin René Toribio. C'est ce mercredi, donc de 14h à 15h, des activités manuelles pour les enfants, confection de bulles, un programme d'activités ce mercredi. Nous sommes déjà le 20 septembre, non? 27 septembre. Nous sommes le 27, oui, ça avait été reporté à cause du cyclone. Voilà, donc ça se reproduit ce mercredi 27, avec un goûter, enfin des tas de bonnes choses pour les enfants dans un centre qui est en train de prendre vraiment de la place, le centre thermoludique. Tu te souviens du nom qu'il portait avant? Non. Personne ne se souvient au Lamentin comment ça on appelait cette eau chaude? Ravine chaude. Ravine chaude. Bien sûr. Non, je croyais qu'il y avait un autre nom que ça. Mais non, Ravine chaude tout simplement. Bien sûr. Et puis je vous parlerai la semaine prochaine, c'est voilà la petite affichette qui va bien avec. Oui. Il y a aussi une petite pièce de théâtre qui se fait en ce moment pour les enfants. J'en ai pas trop parlé, mais vous allez voir l'affiche. Et puis surtout, chers amis, eh bien très prochainement, il y aura le Festival international du film des droits de l'homme qui se déroulera du 13 au 21 octobre prochain. J'aurai l'occasion la semaine prochaine de vous en reparler. Mais voilà, ce sont... Martine, il y a un autre festival caribéen du cinéma qui se fait du 5 octobre au 7 octobre. Très bien. C'est au Cinestar, j'ajoute. Tu ajoutes, mais tu fais bien d'ajouter. Tu sais, ça veut dire que tu es dans le move. Absolument. Et une dernière chose dont je vais vous parler, un bouquin, parce que là je suis les sorties littéraires. Alors je l'avais pris dans mon sac pour vous le montrer et vous en lire un chapitre, mais en laissant un sac là, alors car on le fait. Donc il fait ça, oui. Hein, mais il y a la petite photo qui est là, donc et j'ai trouvé ce livre, je l'ai lu. Voilà, je l'ai lu en ce moment, je lis beaucoup. Ça s'appelle Mémé dans les orties, c'est de Aurélie Valogne. C'est pas une antillaise, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut pas être parfait. Et donc elle a sorti cet ouvrage qui est vraiment, vraiment sympa. C'est un livre qui est drôle, qui est léger, qui se lit facilement. Il est en édition poche, en 2 ou 3 jours, parce que j'ai autre chose à faire, je l'ai lu. Mais c'est l'histoire d'un pépé. Vous voyez, il est beaucoup question de... Mais il a 83 ans, Ferdinand, il s'appelle Ferdinand Brun, et c'est ce qu'on appelle un pépé acariâtre, mauvais, enfin, tout ce qu'il peut faire pour se rendre désagréable, il le fait. Et il a une seule fille. Elle habite très très loin et elle a peur pour lui parce qu'il ne mange pas à sa faim, il ne se lave pas, il rembarre tout le monde et la seule personne qui a grâce à ses yeux, c'est son chien, sa petite chienne Daisy. Et donc sa fille décide de le faire déménager dans une résidence où il n'y a que des dames d'un certain âge. Lui, il en a 83, mais elles ont tout un certain âge et elles sont bien pensantes et bien comme il faut. Fini. Et il vient mettre du souk dans cette vie et cette résidence bien installée. C'est une histoire truculente, je vous propose vraiment de l'acheter ce livre et de le lire. C'est très 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 distrayant et c'est adorable comme écriture. Merci Mémé dans les orties. Il ne faut pas repousser moi dedans quand même. Mémé dans les orties, éditeur. C'est quoi l'éditeur? L'éditeur, Mémé dans les orties de Aurélie Valogne. Je ne sais plus c'est qui l'auditeur. Michel Lafont. Mais là il est sorti en livre de poche. Voilà, bien on remercie donc tout le monde, toutes nos chroniqueuses, Mina, Béatrice qui était depuis Paris au Topresa. Ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Elle
est en même temps au Top Isa et au Grand Pavois. Ouais. Coco Isa Brico, le vent a soufflé, mais les Coco Isa Brico sont quand même revenus avec... Un qui avocat qui tombe. Oui. Et Mina pour la reconnaissance. Et Mendy, je ne sais pas si elle est là pour faire un rappel des titres. Mendy là-haut. Elle est là, la Mendy. Non, elle n'aura pas le temps de faire le rappel des titres. Il est déjà 14h06 et j'imagine que nous doit faire un AVC en ce moment parce qu'on a débordé de 6 minutes, mais enfin, on se retrouve quand même demain à la même heure dans le ZCL. Café, hein. Oui, on prendra un café. Revigorant et ça nous fera du bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le ZCL du mercredi. Eh bien, on se retrouve jeudi, demain et aussi vendredi. Parce qu'après mercredi, c'est jeudi. Oui. Voilà, c'est fini. Salut, à bientôt.